BFM Business et la Tribune présentent le 18-19, Stéphanie Colo. Le 18-19 se poursuit sur BFM Business avec les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran. À ce stade, les pourparlers permettent d'établir des bases très solides en vue d'un accord final. C'est ce qu'a dit J.D. Vance, le vice-président américain. L'Iran annonce de son côté la mise en place de 4 groupes de travail. On fait le point avec Djilali Benchaban. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de Seos Stratégie et Conseil spécialisé dans l'anticipation stratégique, la gestion des risques et l'analyse géopolitique. Autant dire qu'on est vraiment dans votre domaine. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a entamé aujourd'hui une tournée dans tous les pays du Golfe. Ça va durer jusqu'à jeudi. En parallèle, on a le président iranien qui est au Pakistan. L'équipe de négociateurs iraniens, elle est à Oman. On voit que les discussions se poursuivent clairement tous azimuts. C'est clairement bon signe sur l'échéance d'un accord final. C'est un signe plutôt optimiste. En tout cas, on voit que la diplomatie est en mouvement, et ça d'autant plus que vous avez ce déplacement de Marco Rubio qui n'est pas anodin. En gros, au moment où vous avez ces négociations techniques qui débutent, vous avez Marco Rubio qui vient aussi pour rassurer les alliés du Golfe. Donc il est aussi dans cette logique d'explicitation de ce qui se dit, de quelles sont les lignes rouge de Washington, quelles vont être les concessions qui vont certainement être mises sur la table pour essayer d'aboutir à une situation pérenne. De l'autre côté, il vous a pas échappé que l'Iran aussi s'active du côté du Pakistan, très important, puisque c'est l'un des médiateurs clés qui a à la fois la confiance de Téhéran et de Washington. Et de l'autre côté, Oman, pourquoi ? Parce que Oman a toujours eu ce rôle de médiateur, mais au-delà de ça, se pose la question de la gestion du détroit d'Ormuz. Oui. Et dans cette gestion du détroit d'Ormuz, Téhéran souhaite associer Oman. Donc à partir de là, vous avez forcément le cadre d'une discussion de ce que peut être la future administration, telle que les qualifient les Iraniens du détroit d'Ormuz, qui se pose. On va y revenir sur l'enjeu autour du détroit d'Ormuz, du contrôle d'Ormuz, peut-être d'un péage. On va y revenir dans un instant. D'abord, aujourd'hui, qui est en position de force dans ces négociations ? L'Iran est clairement en position de force. Pourquoi ? Parce que vous avez finalement une dimension économique qui a imposé cette mise de la fin des opérations militaires américaines. Pourquoi ? Parce que la pression qui s'est exercée à Washington, elle s'est faite tout d'abord parce que les États du Golfe subissaient trop de dommages et de conséquences de ce conflit, parce que l'économie mondiale a été aussi l'un des thermomètres de cette crise, avec des flux qui ont créé ces situations extrêmement difficiles à gérer, avec les logiques d'inflation, avec, on le voit bien, les réactions même de la Banque Centrale Européenne qui annonce aussi différents mouvements et de rehaussement des taux d'intérêt pour essayer de contenir une future inflation, puisqu'il y a toujours cette incertitude de crise. Donc finalement, c'est la logique économique qui a pris le pas et qui a mis un terme aux opérations militaires. Et Téhéran, de ce point de vue, a été assez habile, puisque dans cette guerre, elle n'a pas mené un conflit militaire, elle a mené une guerre qui était centrée autour de la logique d'étranglement économique et qui a porté ses fruits. Et qui touchait tout le monde, tous ses voisins. Au cœur de ces groupes de travail qui sont actuellement mis en place, il y a la question de la levée des sanctions, le nucléaire, la reconstruction, le développement économique de l'Iran. On va les détailler. D'abord, Washington suspend les sanctions sur la vente de pétrole iranien jusqu'au 21 août. 21 août, c'est parce que c'est l'issue des négociations, des 60 jours de négociations. Donc c'est du donnant-donnant. Washington lâche du lest pour obtenir d'autres choses en échange de la part de Téhéran. Tout à fait, tout en sachant qu'en plus, dans ce contexte, il faut remettre en perspective ce qu'avait été l'accord précédent de 2015, où les espérances économiques de l'Iran concernant une levée des sanctions plus rapide, le fait qu'il disposerait d'avoir plus important, n'avait pas été à la hauteur des attentes. Donc l'exigence financière est d'autant plus pressante pour Téhéran que les dommages de guerre, que le fait que son économie est aujourd'hui à l'arrêt, nécessitait pour eux d'avoir un gage économique. Et pour l'Iran, cette dimension économique, elle est d'autant plus centrale qu'elle est aussi une forme de gage de confiance dans la crédibilité des États-Unis à vouloir sécuriser ce processus diplomatique. Parce qu'il y a vraiment aussi la question de la parole de Washington qui est de l'autre côté remise en cause. Parce qu'il faut se souvenir qu'à 2 reprises, lorsqu'on avait des processus de négociation, les opérations militaires sont venues les interrompre pour entrer dans cette logique de guerre. Donc pour Téhéran, la sanctuarisation ou le sérieux d'un processus diplomatique passait aussi par un geste fort de Washington, donc la logique économique.
Autre logique économique, elle concerne la question des avoirs iraniens gelés à l'étranger. D'abord, on parle de combien? Les analyses, les fourchettes sont assez larges. Il y a une fourchette qui est aussi entre 100 milliards de dollars et 150 milliards de dollars répartis un peu entre les États du Golfe, un peu en Europe et aussi au niveau de l'Asie. Donc on a des avoirs qui sont conséquents, qui ne sont pas négligeables, surtout pour un pays qui a besoin, de relancer son économie, mais aussi de reconstruire. Après, il faut aussi prendre en considération que l'Iran a conscience qu'elle peut relancer sa machine économique parce qu'elle fait partie aussi, paradoxalement, des États du Golfe, si on inclut l'Iran dans la géographie du Golfe, qui sont très peu endettés, puisque le taux d'endettement de l'Iran est de 37 à 41% de son PIB. Donc vous avez un potentiel économique qui n'est pas négligeable. Donc si vous avez une libération d'une partie des avoirs avec un faible niveau d'endettement, vous vous rendez compte que l'économie iranienne pourrait repartir assez rapidement. Autre point de ces négociations, c'est la question du nucléaire. Il y a Donald Trump qui a affirmé que l'Iran accepte des inspections nucléaires du plus haut niveau. Mais Téhéran, de son côté, refuse l'inspection des sites bombardés. Il est trop tôt pour aborder ces questions qui relèvent de la prochaine étape, selon l'ambassadeur iranien auprès des Nations Unies à Genève. Qu'est-ce que Donald Trump cherche en déclarant cela? Est-ce que c'est un moyen aussi de maintenir la pression sur les négociations? Il peut y avoir cette tentation d'essayer de mettre la pression, mais après il faut se rappeler que la difficulté aussi pour Washington, c'est que contrairement au processus de 2015, la communauté internationale a totalement été évacuée, c'est-à-dire qu'à l'époque c'était le P5+1, donc les 5 membres du Conseil de sécurité plus l'Allemagne, et aussi un rôle assez prégnant de l'ONU avec son agence l'AIEA qui était partie prenante du processus. Sauf que là on est dans une logique transactionnelle. États-Unis, Iran. Ça signifie qu'il faut retrouver un rôle pour l'AIEA. Vous avez aussi l'AIEA qui a été décriée par le régime iranien et qui a considéré que l'un des derniers rapports de l'AIEA était à charge et n'avait pas facilité la perception de ce qu'était le programme nucléaire iranien. Donc, relancer cette dynamique d'inspection, pourquoi pas, mais les Iraniens vont temporiser, vont mettre un certain nombre d'exigences. Et même chose, l'agence de l'AIEA va devoir retrouver du crédit, démontrer qu'elle va être dans une logique d'impartialité selon les termes iraniens. Et pour Washington, c'est aussi un exercice d'équilibriste, puisque d'un côté, c'était nous négocions directement avec l'Iran, de l'autre côté, maintenant, ils veulent que l'AIEA soit partie prenante. Donc vous avez une espèce de posture qui parfois est un peu déroutante. Est-ce que les négociations peuvent aussi achoper sur cette question du nucléaire, qui est quand même le point le plus, peut-être sans doute, le point le plus important aux yeux de Téhéran, qui refuse d'arrêter l'enrichissement de l'uranium, par exemple? Pas forcément. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les États-Unis ont laissé la porte ouverte à une logique de nucléaire civil, avec un niveau d'enrichissement qui irait aux alentours de 3,67, ce qui avait été défini lors de l'accord précédent. Donc on se rend compte que de ce point de vue, les Américains ont revu leurs ambitions à la baisse avec cette idée d'un enrichissement qui serait totalement annihilé et hors de propos, ce qui n'est plus le cas. Pour l'Iran, la problématique du nucléaire civil est un sujet qui peut faire l'objet de négociations. Et si on se rappelle la phase de négociation qui avait lieu avant les opérations de février, avec notamment le médiateur omanais à l'époque, Oman avait été très déçu des opérations militaires puisqu'elle parlait de concessions de Téhéran dans le domaine nucléaire qui avaient été assez importantes et qui étaient plutôt encourageants pour essayer de trouver un accord global. Or, dans ce processus des 60 jours qui vise à obtenir un accord qui mettrait un terme au programme nucléaire militaire iranien, on se rend compte que dans la logique des deux belligérants, il y a une volonté d'aboutir à un processus durable et robuste. Pourquoi? Parce que des deux côtés, vous avez à la fois la logique de désengagement, mais aussi la volonté de repartir sur des dynamiques économiques. Pour les États-Unis, il faut quand même se souvenir que vous avez le prix du gallon, vous avez aussi l'inflation qui touche la population américaine comme une partie du monde. Du côté iranien, c'est aussi la logique de reconstruction post-conflit qui importe. Donc c'est peut-être l'économie qui va permettre de pouvoir rapprocher les points de vue. La reconstruction et le développement économique de l'Iran, c'est aussi un des points qui va être discuté lors de ces négociations. On parle d'un fonds doté de 300 milliards de dollars. D'où vont venir ces fonds?
C'est la principale question. Donc, pour l'instant, ça reste assez flou. Il a été évoqué le fait que les monarchies du Golfe pourraient participer. Donc, c'est un peu paradoxal puisqu'ils ont été les victimes collatérales de cette guerre. En tout cas, pour Washington, il est hors de question que le contribuable américain paye. Mais il va falloir à un moment ou à un autre répondre à cette interrogation. Or, si les États-Unis ne participent pas, si les États du Golfe ne sont pas partie prenante au travers, par exemple, de lignes de crédit qui seraient dégagées pour accompagner la reconstruction de l'Iran. Il y a cette question d'un péage ou de droit de service d'Ormuz qui pourrait se reposer pour essayer d'accompagner, en tout cas à long terme, cette relance de l'économie iranienne pour essayer de répondre à ce fonds de 300 milliards. Parce que là, à l'heure actuelle, les monarchies du Golfe, comment elles réagissent à ces négociations? Elles sont visitées là par J.D. Vance qui entame donc une tournée dans ces monarchies du Golfe. Est-ce que le vice-président américain va leur demander de payer, de participer au remboursement des dégâts d'une guerre qu'elles n'ont pas voulu et dont elles ont été par ailleurs victimes? À mon sens, ça serait compliqué parce que vous imaginez bien le paradoxe que vous avez souligné très justement. Leur demander de payer une guerre pour laquelle aujourd'hui ils subissent l'ensemble des conséquences serait pour moi totalement paradoxal. Est-ce que les monarchies du Golfe accepteraient d'avancer une partie de ce fonds autour de lignes de crédit afin aussi de participer à une architecture plus résiliente et plus robuste et stabiliser la région? Je pense que c'est une hypothèse qui peut se poser. Pourquoi? Parce que ce conflit a aussi rappelé que la géographie n'était pas une chose que l'on pouvait évacuer et que l'Iran, quoi qu'il arrive, faisait partie de cette géographie du Golfe, qu'elle était intégrée pleinement, à la fois en termes politiques, sécuritaires et économiques. Et je pense que la principale prise de conscience, c'était que pour les monarchies du Golfe, il ne pouvait y avoir de stabilité durable que si l'équation iranienne était intégrée dans cet ensemble, alors qu'il avait été toujours vu comme un élément périphérique plutôt perturbateur et qui ne devait en aucun cas être ingéré sur une logique de long terme. Or aujourd'hui, je pense que cette évidence, elle a volé en éclats et un certain nombre d'États en ont pleinement conscience parce que certains de leurs modèles aujourd'hui peuvent être remis en cause si on repart à nouveau dans cette logique de cycle militaire, ce dont ils ne veulent pas. Et à mon sens, l'intégration économique de l'Iran n'est pas simplement aujourd'hui une vue d'esprit de l'Iran, elle est pleinement intégrée, je pense, d'un point de vue stratégique par certains de ces États, parce qu'ils ont conscience que désormais, quand on pense pays du Golfe, dans cette équation, il y a aussi l'Iran. Il y a l'Iran et il y a la reconstruction de l'Iran. Est-ce qu'on va assister à une compétition internationale pour participer à cette reconstruction de l'Iran ou c'est déjà trusté par les alliés de Téhéran comme la Chine ou la Russie, par exemple ? Je pense au contraire que si on va jusqu'au bout du processus diplomatique, si on aboutit à un accord, à une levée des sanctions qui permettent d'ouvrir le marché iranien ne va pas simplement être concentré entre les alliés économiques et politiques que sont la Chine et la Russie, et vous allez avoir une appétence des entreprises américaines et européennes, parce qu'il faut se rappeler qu'en termes de marché intérieur, c'est l'un des marchés les plus prometteurs de la région. C'est un marché intérieur, 90 millions d'habitants. On a évoqué tout à l'heure l'enveloppe des avoirs, c'est-à-dire l'équivalent de 100 à 150 milliards de dollars. Un potentiel économique qui aujourd'hui n'est même pas rentré en vitesse de croisière. Et si vous y ajoutez aussi une base industrielle qui existe, une classe moyenne qui est extrêmement bien formée, parce que vous avez un niveau d'éducation qui est parmi les plus performants au niveau régional, mais même international, en tout cas dans le domaine scientifique, on se rend compte que le potentiel de l'Iran est assez important. Mais pour que ce potentiel se réalise, il faut que la dimension politique et diplomatique puisse aboutir et réintégrer l'Iran dans une forme de rationalité et qu'on sorte de ce jeu belliciste qui finalement entrave toute la croissance de la zone. Et réintégrer également un trafic fluide dans le détroit d'Ormuz. Selon Kepler, le trafic maritime a été record lundi, record par rapport au début de la guerre, avec 36 navires de matières premières qui ont franchi le passage. L'Iran lâche du lest aussi en vue des négociations, parce qu'on est en période de négociation, donc il laisse passer davantage de navires ? Oui, là, il joue sa part du contrat en démontrant qu'il souhaite jouer un rôle plutôt
pragmatique. Après, bon, on est loin des chiffres d'avant-guerre, puisque de mémoire, on était aux alentours de 120 passages de navires, donc c'est presque 4 fois moins. Mais on a ces signes qui sont encourageants, mais néanmoins, il faut quand même prendre garde et il faut se souvenir quand même de ce qui a été dit du côté iranien, avec, quoi qu'il arrive, l'administration du détroit d'Ormuz ne sera jamais la même qu'avant le déclenchement des hostilités. Alors voilà, c'est toute la question, c'est qu'il y a aussi la question du minage de ce détroit. Est-ce que l'Iran peut monnayer un passage sécurisé du détroit parce que ce détroit serait miné, et donc ce serait une sorte de péage instauré à tous les navires qui traversent le détroit, et de cette façon ça permettrait de détourner le droit international qui interdit de faire payer le passage des navires dans un détroit. Je pense qu'il y a plusieurs questions qui sont soulevées dans ce que vous évoquez. La première, c'est la réalité du niveau de minage, puisque dès qu'on évoque la question de mine, il y a tout de suite forcément un doute. Quelle quantité? Est-ce que le détroit est totalement miné sur certains corridors et impraticable ou pas? Il faut se souvenir que même pendant la guerre des tankers Iran-Irak, le détroit n'avait pas été totalement miné. Donc là, on a quand même des doutes. Mais je pense que c'est la question de l'utilisation du détroit, peut-être pas forcément autour d'un droit de passage, mais de frais de service, c'est-à-dire l'accompagnement, la sécurisation. Ça veut dire etc. Sécurisation, escorte. Tout à fait. Escorte, et après avec cette idée justement de monnayer quelque chose qui soit acceptable. Mais malheureusement, j'ai envie de mettre en perspective la chose suivante, c'est qu'on est rentré dans une logique où toute la notion d'accessibilité des flux aujourd'hui est remise en cause, parce que si au-delà même de la problématique Hormuz, on se projette sur un autre épisode qui pour moi était assez marquant, c'était la volonté ou la velléité américaine de prendre possession du Groenland autour des futures routes de l'Arctique. On se rend compte qu'on est entré dans un monde où le contrôle des flux maritimes, le contrôle des ressources critiques est devenu tellement important qu'une partie du droit international aujourd'hui est totalement balayée. Et en plus, si on remet en perspective les déclarations du président Trump lui-même, qui, lorsque la question d'un droit de passage par une société créée par Terence mettrait en place, et que lui-même avait dit que cette idée était pas forcément à évacuer du moment où les États-Unis étaient associés, on se rend compte qu'il y a tout ce paradoxe où le droit international n'est invoqué qu'au moment où il ne fait pas les affaires de la puissance américaine. Tout en sachant qu'en plus, l'administration américaine aujourd'hui a quand même dévitalisé un certain nombre d'institutions supranationales, l'ONU en premier, l'OMC et bien d'autres. Donc quand vous prenez cette architecture internationale et tout l'héritage post-Deuxième Guerre mondiale, qui ne tient plus à grand-chose, j'ai l'impression que Hormuz nous invite surtout à penser qu'on assiste à une réécriture des règles internationales. Voilà, réécriture des règles internationales. Est-ce que ça veut dire que, vous avez parlé du Groenland, on parle du détroit d'Ormuz, est-ce que ça veut dire que la prochaine étape, c'est le détroit de Malacca, par exemple, qui est extrêmement stratégique en Asie? Est-ce que ça veut dire que toutes ces zones de passage sont devenues des armes géopolitiques? Elles le sont devenues de fait. Pourquoi? Parce que là encore, la géographie s'est rappelée à nous. On a vu toute la puissance de certaines zones qui sont devenues des carrefours vitaux de l'économie, avec cette mondialisation qu'on a voulu heureuse, puisque c'était l'effacement des frontières. C'était cette idée que les flux commerciaux, humains, informationnels pouvaient circuler sans contrôle, sans limite, sauf qu'il a fallu d'un conflit pour rappeler que cette liberté, elle avait créé aussi un certain nombre de dépendances, et que ces dépendances pouvaient être critiques, et c'est ce qui s'est avéré, puisqu'on a assisté à une secousse systémique avec ce blocage du détroit d'Ormuz. Et de l'autre côté, on voit une réaffirmation des volontés de puissance de certains États, notamment de puissances régionales telles que l'Iran, mais vous avez aussi la Chine qui lorgne sur Taïwan, les États-Unis sur le Groenland, et bien d'autres aussi qui sont en attente. Et malheureusement, dans ce monde où la réaffirmation dans les sphères d'influence, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment un retour sur les sphères d'influence qui se dessine, chacun réaffirme son précaré, surtout à un moment où l'ère multipolaire semble s'effondrer, et où finalement l'ONU n'a plus le droit de citer. On ne l'a pas beaucoup entendu, l'ONU, depuis le début du conflit. Enfin, pardonnez-moi, mais est-ce que finalement tout cela ne nous montre pas qu'effectivement il faut faire évoluer les règles, ou en tout cas faire évoluer les instances internationales?
Je pense Ou que doivent-elles rester un sanctuaire, justement, et rester bien ancrées et garder les mêmes règles, mais est-ce qu'elles sont encore d'actualité? c'est la question qui se pose, je pense, à juste titre. Est-ce qu'aujourd'hui, l'ordre post-deuxième mondiale est encore pertinent à l'heure où chacun s'affranchit d'un certain nombre de règles, où chacun essaye d'imposer sa réécriture? L'un des éléments qui, pour moi, est peut-être aussi un signal qu'il faudra observer, c'est que dans cet enlisement militaire, qui a été celui des États-Unis contre l'Iran, vous avez aussi peut-être un signal, c'est celui qui va amener à une forme de désinhibition d'un certain nombre d'États qui attendaient ce signal de voir des États-Unis en incapacité d'obtenir une victoire claire et nette. Lesquelles, par exemple, vous pensez Moi, je pense notamment à la Chine, je pense aussi à l'Inde qui est en attente. La Russie aussi, même si aujourd'hui elle a quelques difficultés sur son théâtre, a d'une certaine manière aussi une forme de capital dont elle peut jouer face à un affaiblissement des États-Unis dans sa négociation avec l'Ukraine. Vous avez aussi cette désolidarisation du bloc occidental, l'Europe, l'OTAN, qui ne sont pas venus répondre à l'appel des États-Unis. Donc on se rend compte que vous avez des hiérarchies mondiales qui peuvent être aujourd'hui bousculées. Et puis, plus marquant encore, vous avez quand même la principale puissance militaire au monde, les États-Unis, qui n'ont pas réussi à obtenir de victoire face à l'Iran après plus de 3 mois de conflit. Et ça, c'est un élément. C'est un signal. C'est un marqueur. C'est un marqueur qui démontre que finalement, la stratégie, la maîtrise de son environnement géographique, la capacité de jouer aussi sur les vulnérabilités de la mondialisation, ce qui était le cas avec le détroit d'Ormuz, offre de nouveaux outils ou vecteurs de puissance qui aujourd'hui sont utilisés. Et les Iraniens eux-mêmes considèrent que le détroit d'Ormuz est aujourd'hui leur principale arme de destruction massive, plus peut-être que l'arme nucléaire, puisque les effets sont immédiats et vous n'avez pas cette rhétorique de la destruction totale, mais de la capacité de strangulation progressive qui amène à des effets tellement importants qu'au bout d'un moment, vous reconsidérez votre opération militaire à l'aune des dégâts économiques. Je pense aux chefs d'entreprise qui nous regardent, qui nous écoutent et qui nous disent et qui se disent sans doute comment on gère une entreprise dans ce contexte-là. Vous êtes spécialiste de l'anticipation stratégique, de la gestion des risques. Comment on gouverne dans ces conditions, que ce soit un pays ou une entreprise? Comment on anticipe des risques? Le détroit d'Ormuz, la fermeture du détroit d'Ormuz, on en parlait il y a 1 an au moment au moment de la première du premier conflit avec l'Iran. Tout le monde disait à ce moment-là, jamais l'Iran ne se tirerait une balle dans le pied et fermerait le détroit d'Ormuz parce que c'est par là que passe son pétrole et donc son revenu, et donc ses revenus. 1 an après, ça s'est passé. Comment, dans ces conditions, peut-on gérer une entreprise avec autant de données géopolitiques ? Je pense que là encore, vous touchez du doigt le sujet. Aujourd'hui, ce n'est pas le manque d'informations qui est problématique pour un dirigeant, soit d'un État, soit d'une entreprise. C'est le fait de pouvoir capitaliser sur ces informations, les extraire et pouvoir les utiliser après en termes de levier opérationnel. Je vais plus loin dans mon analyse. Lorsqu'on parlait du détroit d'Ormuz et pourquoi l'Iran serait en capacité de résister. Dans une de mes tribunes, j'ai qualifié l'Iran d'État antifragile en reprenant le concept de Nassim Taleb. Pourquoi antifragile? Parce que la question n'est pas simplement la résilience, c'est faire en sorte que ses faiblesses deviennent des atouts. L'Iran est un pays qui, pendant presque 50 ans, est resté sous embargo. Et cette base d'embargo a créé des conditions de développement d'un certain nombre de domaines. Ils ont développé une base industrielle. Ils ont dû développer une économie qui devait contourner les sanctions imposées par l'ONU, les États-Unis, l'Europe. Donc à partir de là, vous avez un écosystème qui s'est construit en marge de la mondialisation. Là où ils auraient été dépendants dans un certain nombre de domaines, ils ont développé en propre un certain nombre de technologies et ont développé une capacité industrielle. Ce qui a surpris, puisque dans la guerre, c'est aussi la capacité à pouvoir mettre en œuvre une stratégie dans la durée qui est essentiel, c'est-à-dire que votre industrie doit venir en appui, et le fait militaire en lui-même n'est pas suffisant. Il y avait aussi cette maîtrise de la géographie. Il y avait aussi cette capacité à comprendre que l'Iran avait conscience que l'écosystème des États du Golfe était pour eux un élément extraordinaire de pression,
puisque vous allez avoir une répercussion immédiate sur les cours des marchés pétroliers. Donc à partir de là, vous aviez un ensemble de faisceaux d'indices qui vous permettaient aussi de pouvoir vous projeter. Après, un point important pour nos chefs d'entreprise, c'est qu'il faut aussi sortir du réflexe de la gestion de crise. Le problème, c'est que quand arrive un choc géopolitique, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard parce qu'on est dans ce réflexe de gestion de crise. Donc on réunit en situation room un certain nombre de directeurs opérationnels pour essayer de gérer. Sauf qu'en réalité, il faut déjà penser le temps d'après. C'est comment va se construire cet écosystème ou comment il va se reconstruire. À partir de là, vous avez bien sûr les données de crise, mais surtout un certain nombre d'hypothèses qui vous permettent de dessiner la manière dont le marché va se reconfigurer, dont les investissements vont peut-être se positionner. Et à partir de là, vous avez une cartographie qui vous permet de penser à une autre vision qui était celle que vous aviez avant ce type de choc géopolitique. Et pour moi, je pense que l'un des premiers réflexes, c'est vraiment de sortir de cet appel de la gestion de crise pour penser l'après. Ça ne veut pas dire que vous allez miser à chaque fois systématiquement dans le 1000, mais en travaillant sur des hypothèses, vous avez quand même un certain nombre de formules qui peuvent être utiles à la prise de décision. Merci beaucoup, Djilali Benchaban. Je rappelle que vous êtes le directeur de CEO Stratégie et Conseil spécialisé dans l'anticipation stratégique, la gestion des risques et l'analyse géopolitique. Tout de suite, le 19h Éco présenté par Erwan Maurice. Très bonne soirée sur BFM Business.